démarrons maintenant la première table ronde de cette journée. Nous allons parler de la résilience alimentaire. Alors effectivement, on en parle beaucoup actuellement. Nous allons découvrir beaucoup d'initiatives. Nous allons aussi peut-être mettre une définition sur la résilience alimentaire avec mes 4 invités. Et je vais vous demander de les accueillir au fur et à mesure. On va se mettre sur scène pour cette première table ronde. Je vais demander à Alain Canet, qui est le fondateur d'Arbre et Civilisation, de venir me rejoindre. On peut les applaudir au fur et à mesure, histoire de les accueillir, s'il vous plaît. Alain Canet qui est ici, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Bonjour Monsieur Canet, bienvenue. Bonjour. Je vous invite à prendre la première place et je viens vous rejoindre. Christian Couturier, qui est le directeur de Solagro. Monsieur Couturier, où est-il? Il est ici. On peut l'applaudir aussi pour l'accueillir, s'il vous plaît. Je demandais à Nathalie Corrade, qui est maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro, de venir me rejoindre aussi. Les voici, je vais vous saluer au passage. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour Nathalie, bienvenue aussi. Et pour terminer ce joli tour de table, je demandais à Lionel Durand, qui est le copilote du projet Cratère pour les greniers d'abondance, de venir me rejoindre. On peut l'accueillir aussi. Bienvenue. Vous avez un petit escalier ici, le temps de prendre les micros et de vous rejoindre. Nous allons donc démarrer cette première table ronde. Je vais vous donner déjà un premier micro. Regardez, Nathalie, vous allez récupérer ce micro. Et le deuxième, pourquoi pas ici. Les micros sont allumés, tout fonctionne. Le temps de m'installer. Bienvenue en tout cas et merci d'avoir répondu présente et présent donc, à l'invitation de l'organisation de cette fameuse journée. Je vais démarrer avec vous, Nathalie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro. Nathalie Corrade, donc, vous êtes responsable d'une formation terminale d'ingénieur, agriculteur, agriculture, proximité, territoire d'ici et d'ailleurs. Avant de vous poser la question que tout le monde peut peut-être se poser effectivement actuellement, comment les territoires s'approprient justement ce terme de résilience, votre définition à vous de la résilience alimentaire, ça serait quoi? Alors, d'abord bonjour à toutes et tous. Donc pour travailler, pour coordonner un programme de recherche qui porte sur la résilience et la durabilité du système alimentaire de la Nouvelle-Aquitaine, donc l'autre région voisine. L'autre. Voilà, l'autre. On a fait un gros travail effectivement d'essayer de définir la résilience alimentaire, sachant qu'on ne voulait pas particulièrement s'arrêter sur une définition parce qu'il y a plusieurs façons de voir la résilience. Et en fait, on pourrait répondre qu'il y a 3 façons de voir la résilience, de façon générale, et la résilience alimentaire du coup. La première, c'est plutôt l'assimilation de la résilience à la robustesse. De toute façon, la résilience, en fait, c'est recevoir un choc et être capable de maintenir sa fonction en ayant ce choc. Et donc, partant de là, il y a 3 façons de voir la résilience. La première, donc, on pourrait l'assimiler à la robustesse ou la résistance. Voilà. Donc, on résiste, on prend le choc, et je dirais même pas mal. Hein, on arrive à maintenir sa fonction malgré tout. La deuxième, c'est non, on prend le choc, on s'adapte, mais à un moment donné, on revient et on reprend sa forme. C'est vrai que dans la physique des matériaux, par exemple, c'est plutôt comme ça qu'est définie la résilience. Et puis la troisième façon de voir la résilience, c'est on prend le choc, on se transforme et on ne reprend pas la forme initiale. On a innové, on a changé et on continue à maintenir sa fonction. Donc en fait, ça donne 3 formes de résilience complètement différentes. Et du coup, en matière de stratégie, c'est pas du tout les mêmes actions et les mêmes orientations qu'on va prendre pour pouvoir avoir l'une ou l'autre des résiliences. Par contre, une chose que je rajoute moi en général, c'est que résilience n'est pas durabilité, c'est-à-dire que ça ne dit rien sur le système que l'on va mettre en place ou qui est mis en place en matière de durabilité. Donc, du coup, la résilience, elle ne dit pas grand-chose sur finalement quel est le modèle qui permet de maintenir la fonction alimentaire. Donc, puisqu'on est sur l'alimentation, voilà, l'objectif c'est quand même d'assurer une fonction alimentaire, peut-être d'aller jusqu'à assurer la sécurité alimentaire, qui est encore une autre notion assez complexe, mais qui est intéressante à mettre dans l'escarcelle de la résilience. Et du coup, quand on parle de résilience, il faut quand même aussi s'interroger sur oui, mais c'est quoi le modèle qui permet d'assurer la résilience. Voilà. Et alors justement, comment les territoires s'approprient ce concept, cette fonction de résilience?
aujourd'hui? Alors c'est très variable. On a conduit, nous, un travail assez récemment sur les territoires néo-aquitains qui portent notamment des projets alimentaires territoriaux. Donc on en a moins qu'en Occitanie, parce que je crois qu'on en a 35 à peu près. Donc il y a les PAT, effectivement, qui sont labellisés niveau 1 ou niveau 2, mais il y a aussi des démarches alimentaires territoriales ou des stratégies alimentaires territoriales. Quand on regarde un peu tout ça, en fait, sur le papier, concernant les projets alimentaires territoriaux, les territoires qui portent ces démarches-là ne parlent pas de résilience. C'est pas le terme qu'ils utilisent, ou en tous les cas, c'est pas écrit noir sur blanc que leur objectif c'est d'aller jusqu'à la résilience. Quand on va par contre après sur le terrain interroger les porteurs de projets, là on sent bien qu'il y a une ambition d'aller vers de la résilience. Alors du coup, quelle forme de résilience? C'est très variable selon les territoires. Mais en même temps, cette course vers la résilience, elle est quand même somme toute assez timide. Parce que la résilience, ça pose la question de mais résilience à quoi? Parce qu'en fait, quand on se pose la question de la résilience, il faut se poser la question de mais à quel choc on veut répondre? À tous, à un seul, sachant que les territoires, ils subissent pas tout à fait les mêmes chocs parce qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes alimentaires, parce qu'ils sont pas voilà, ils n'ont pas tout à fait les mêmes modèles agricoles et alimentaires. Donc du coup, en fait, très souvent, ils renvoient au changement climatique, alors que y aurait bien d'autres chocs auxquels il faudrait se préoccuper pour assurer la résilience de nos systèmes alimentaires. Donc les territoires, ils s'emparent, ils ont cette ambition d'aller vers plus de résilience, mais après quand on regarde concrètement les actions qui sont mises en place, il y a beaucoup à dire sur cette quête à la résilience. Alors ils sont très contraints aussi, voilà, parce qu'ils sont contraints par des moyens, voilà, pour pouvoir avoir cette ambition jusqu'au bout d'améliorer la résilience et, j'insiste, moi, la durabilité de leur système alimentaire. Et puis ils ont des contraintes d'ordre structurel au sein de leur territoire, avec des jeux d'acteurs qui parfois font frein en fait à aller jusqu'au bout des logiques qu'ils veulent mettre en place ou des actions qu'ils veulent mettre en place. Donc voilà, il y a quand même des jeux d'acteurs sur les territoires en matière de système alimentaire qui sont bien enracinés et qui peuvent contraindre en fait les stratégies qui sont mises en place. Il y a quelques territoires chez nous qui très clairement parlent de stratégie de résilience alimentaire. On a Bordeaux Métropole par exemple, qui revendique d'avoir une stratégie de résilience alimentaire, mais après quand on gratte un peu sur les actions qui sont mises en place, on est un peu loin du compte sur les questions de résilience et de durabilité. Vous êtes porte-parole, puisque je rappelle que vous êtes comme maître de conférence, donc vous formez des ingénieurs, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je rebondis sur ce que disaient tout à l'heure nos deux premières invités en ce qui concerne justement la jeunesse qui a du mal effectivement à intégrer l'agriculture ou autre et au niveau formation ou autre. Là par contre ce sont des ingénieurs qui sont, on va dire, en formation terminale, hein, donc oui, et comment ils le vivent eux, justement? Comment ils l'appréhendent cette résilience alimentaire, vos élèves? Bon, alors c'est très variable, hein, parce que je pense aussi que nos écoles d'ingénieurs, peut-être elles ont aussi à évoluer. Moi je porte une formation terminale d'ingénieur agro qui a pour vocation de former effectivement des ingénieurs à accompagner ou porter des projets qui relient la question de l'agriculture de proximité mise au service des populations et le développement durable des territoires. Donc c'est la vocation de la formation moi, que je porte avec d'autres collègues qui sont ici dans la salle. Les jeunes, c'est très variable, hein. Il y a ceux qui sont plutôt tournés vers l'agro-management, donc qui vont plutôt développer des modèles agricoles un peu plus conventionnels, voire même hyper techno, etc. Et puis il y a ceux qui effectivement vont plutôt aller vers ce type de modèle d'agriculture, tournée vers les préoccupations de développement territorial. J'entendais les deux personnes tout à l'heure sur effectivement les gens des dom-tom ou d'Afrique qui ont des préoccupations territoriales importantes. C'est le cas aussi sur certains de nos territoires. Il y a des jeunes qui ont envie de jouer un rôle d'un point de vue agricole et alimentaire et de changement de modèle sur les territoires. Donc en fait, on a un spectre quand même d'étudiants qui est assez large, hein. On a des gens qui vont se tourner vers la numérisation de l'agriculture, ceux qui vont se tourner vers l'agro-management, ceux qui vont venir plutôt vers notre formation. Donc c'est assez, voilà, c'est compliqué de vous dire qu'il y a un modèle d'ingénieur.
Bien sûr. Même si nous, on a peut-être une toute petite place dans l'ensemble de la formation d'ingénieurs. Merci Nathalie Corrad, vous pouvez intervenir bien évidemment à tout moment. Autre secteur d'activité entre guillemets avec vous, Christian Couturier, merci de votre présence. Vous êtes directeur de Solagro, vous êtes vous-même un spécialiste reconnu dans le gaz renouvelable. Solagro, c'est une association, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, qui est spécialisée en ingénierie, conseil et formation dans le secteur de l'agroécologie, la méthanisation, le bois énergie, les stratégies territoriales et justement le gaz renouvelable. Alors, il ne faut pas se tromper quand on parle effectivement on va dire de résilience alimentaire, entre autres, en ce qui vous concerne. C'est un mot qui est ressorti, vous le dites vous-même, au moment on va dire de la crise sanitaire, mais aussi au moment de l'Ukraine. Votre définition justement de la résilience? Moi, je me retrouve bien dans la définition que vient de donner Nathalie, hein, c'est-à-dire alors les mots ont un sens et le problème c'est qu'ils en ont plusieurs, hein, et qu'ils vont en plus évoluer. C'est pas la même chose non plus qu'en anglais par exemple, hein, dans les textes internationaux sur les questions de sécurité alimentaire, de souveraineté, etc. Donc le terme de résilience, c'est un terme qui est revenu en force dans le débat public avec le Covid et la guerre contre l'Ukraine. Donc il y a bien les deux sens du mot, c'est-à-dire celui qui vient de la physique des matériaux qui dit c'est la capacité de retrouver l'état antérieur. Nous, ça ne nous intéresse pas tellement que le système alimentaire retrouve son état antérieur, parce que c'est un système qui a quand même provoqué un certain nombre de dégâts environnementaux. Donc c'est plus intéressant de travailler sur les questions de système alimentaire soutenable que simplement de s'en tenir au terme de résilience. Après, il y a l'autre acceptation qui vient plutôt du secteur de la psychologie, qui a la capacité à se reconstruire après un traumatisme. Et ça, dans ce sens-là, pour nous, c'est plus intéressant. Alors, il y a d'autres termes comme ça qui ont refait leur apparition un peu en force, hein, dans le débat public. Donc, on a entendu le ministre de l'Agriculture parler de souveraineté. Alors, souveraineté, alors moi, j'aime bien me référer à l'étymologie, parce que pour retrouver le sens initial des mots, ça éclaire quand même, hein. Donc, souveraineté, ça vient d'une racine latine, hein, super, donc ça veut dire au-dessus. Donc exercer sa souveraineté, c'est exercer du pouvoir sur une population ou sur un territoire. On peut assurer sa souveraineté par l'accaparement de terres agricoles. C'est la stratégie d'un certain nombre de pays, dont la Chine en premier lieu. C'est une façon d'exercer sa souveraineté. Il y a le terme d'indépendance. Alors indépendance, ça vient aussi du latin, ça vient de pendo. Donc pendo, ça veut dire peser. Donc être indépendant, ça veut dire ne pas peser sur, mais ne pas dépendre d'eux non plus. Hein. C'est un peu les deux termes. Un enfant qui prend son indépendance, ben, il est plus à la charge de ses parents. Donc ça renvoie pas seulement à des questions d'équilibre de la balance commerciale, mais ça renvoie à quelles sont les dépendances de notre système alimentaire à des facteurs exogènes, notamment des facteurs de production, en sachant que l'agriculture française est dépendante de deux grands facteurs de production qui sont le gazole, importé majoritairement de Russie, et le gaz naturel, importé aussi de Russie. La France est le 5e pays importateur d'engrais azotés au monde, hein, et les deux premiers pays exportateurs, c'est la Russie et la Chine. Et ce qu'on produit en France comme engrais, c'est produit à partir du gaz naturel, importé aussi de pays exportateurs d'hydrocarbures. Donc ça, on néglige un peu dans le débat public cette question de quelle est la dépendance aux facteurs de production. Je ne parle pas des phytos, je ne parle pas des brevets, je ne parle pas des machines, des tracteurs, etc. Il y a la question de l'autosuffisance. Alors l'autosuffisance, c'est pas un terme qu'on entend beaucoup, mais c'est beaucoup à ça auquel on se réfère en fait implicitement, même si on n'emploie pas le terme. Donc là, on renvoie à des questions de balance commerciale. Est-ce que la France est capable de produire ce dont elle a besoin pour se nourrir? Donc vous avez tous vu que la France était devenue de plus en plus importatrice de produits animaux, notamment de viande, peut-être aussi de produits laitiers. Donc ça, les statistiques sont pas très claires là-dessus, mais ça c'est une question qui monte, hein, c'est-à-dire cette dépendance de plus en plus grande aux importations. Et puis quand on parle de cette notion d'autosuffisance, on a parlé de la production, il faut aussi parler de la consommation. L'autosuffisance, quand on parle de balance alimentaire, il faut bien intégrer les deux termes du bilan, c'est-à-dire la production, mais aussi la consommation. Et dans des pays comme l'Europe, alors on dit qu'on a 30% des produits agricoles qui sont perdus à l'échelle mondiale. En Europe, c'est aussi c'est pas loin de 100 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont perdus.
Et donc il y a plusieurs leviers pour agir par rapport à ça. Il y a la réduction des pertes et des gaspillages, il y a la réduction des surconsommations. En France, donc ça c'est enquête Crédoc, un adulte consomme 80 grammes de protéines par jour. Les besoins physiologiques, c'est 60 grammes. Ça veut dire qu'il y a un tiers de surconsommation. Donc c'est pas ce qu'on jette dans la poubelle, c'est ce qu'on mange en trop. On sait qu'on mange trop. Donc ça c'est aussi un levier pour réduire la consommation et donc pour rééquilibrer la balance entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Et puis un autre terme aussi qu'on entend moins, mais pour nous qui est aussi un terme intéressant, c'est le terme d'autonomie. Alors autonomie, là on va passer chez les Grecs, donc l'autonomie, ça vient d'une racine qui s'appelle nomos, c'est la capacité à se gouverner selon ses propres lois. C'est un peu comme autarcie, Arcane, c'est aussi une question de pouvoir, donc c'est la capacité de ne pas être soumis à des lois qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être les lois du marché, entre guillemets, qui ne sont pas des lois qui sont votées par le Parlement démocratiquement, mais on est quand même soumis à ces lois. Donc ça renvoie à la question de commerce international, ça renvoie à la question des termes de l'échange, à la notion de commerce équitable, et cette notion d'autonomie, elle peut se décliner au niveau de l'Europe, au niveau national, et pour nous, la question de l'autonomie, elle se décline jusqu'au niveau de l'exploitation agricole, jusqu'au niveau de la parcelle. Et donc, il faut réfléchir sur des systèmes agricoles qui sont plus autonomes, c'est-à-dire qui sont moins dépendants de facteurs de production exogènes, mais qui reposent plus sur des facteurs de production qui sont endogènes au système agroécologique à proprement parler, c'est-à-dire la capacité des agriculteurs à autoproduire leurs fertilisants, leur système de défense des plantes vis-à-vis des ravageurs sans passer par des matières importées comme les pesticides, etc. Justement, une de vos, une de vos spécialités chez Solagro, c'est justement l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie, dans ses différentes formes, est un outil de résilience, selon vous? C'est un outil de résilience parce que ça répond justement à une des définitions que j'ai citées, c'est-à-dire que c'est une façon de réduire la dépendance à des facteurs de production qui sont exogènes et, comme je l'ai dit, qui sont aujourd'hui largement apportés. Alors c'est un facteur de résilience de ce point de vue-là, c'est aussi un facteur de résilience vis-à-vis du choc climatique, vis-à-vis de l'effondrement de la biodiversité, vis-à-vis de la consommation d'eau, donc par rapport à l'ensemble des crises écologiques qu'on subit aujourd'hui, qui sont là, qui sont pas à venir, qui sont déjà présentes. L'agroécologie, alors dans un sens qui n'est pas défini par un cahier des charges précis, donc c'est un certain nombre de notions, il y a plusieurs définitions de l'agroécologie, donc celle auquel on se réfère nous, c'est le point qui a été développé par Miguel Altieri, donc vous trouverez ça sur un site qui s'appelle OSAE, qui veut dire Oser l'agroécologie, qui montre une cinquantaine de pratiques agroécologie par des agriculteurs sur la base d'un dossier documentaire où on a fait des bilans, des enquêtes pour vérifier si les allégations des agriculteurs sont justes ou pas. Donc voilà. Donc l'agroécologie, c'est ça, c'est une façon de répondre à l'ensemble de ces crises écologiques qui sont déjà présentes et en assurant les services essentiels de l'agriculture qui ne sont pas limités à l'alimentation d'ailleurs, mais qui participent bien au système de consommation locale. Merci Christian Couturier, puis vous pouvez bien évidemment intervenir à tout moment et j'imagine qu'il y aura des questions tout à l'heure à l'issue de ce joli tour de table. On va passer dans un autre univers, mais là dans une aide active effectivement avec Lionel Durand. Je vais vous demander de récupérer le micro, merci beaucoup. Lionel Durand, vous êtes le copilote du projet Cratère pour les greniers d'abondance. Alors Cratère, là aussi joli jeu de mots, c'est une application en ligne gratuite d'aide au diagnostic justement de la résilience alimentaire des territoires et développée par l'association Les Greniers d'Abondance. Avant de parler d'application et de téléphone, on va dire, puisque ça se passe dans son téléphone, entre autres, et du côté numérique, qu'est-ce que c'est les Greniers d'Abondance ? Alors les Greniers d'Abondance, c'est une association. Le nom Les Greniers d'Abondance fait référence à des bâtiments qui existaient au XVIIIe siècle, qui étaient présents dans plusieurs grandes villes de France, et qui servaient à stocker de grandes quantités de nourriture en prévision des crises. Par exemple, à Lyon, les Greniers d'Abondance permettaient de stocker 16 000 tonnes de grains, ce qui correspondait à un an de nourriture pour la population. Donc typiquement,
Ces bâtiments sont emblématiques d'une époque où la sécurité alimentaire, ou en tout cas la question alimentaire, était au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et de l'organisation en fait, du système. Le constat qu'on fait aujourd'hui dans l'association, c'est que ce n'est plus le cas, et donc on se retrouve dans tous les sujets qui viennent d'être évoqués. Et donc l'objectif de l'association, c'est de s'interroger sur le fonctionnement actuel de notre système alimentaire, ses faiblesses, dans quelle mesure il est déjà aujourd'hui défaillant ou quels problèmes sont posés aujourd'hui, et comment demain, face à des menaces, Christian vient d'en parler, d'ordre écologique, mais pas que, qui sont annoncées, qui sont existantes et et des perturbations qui vont augmenter, comment ce système peut se comporter, et donc surtout, comment on doit aujourd'hui le transformer pour éviter un certain nombre de problèmes. Et justement, pour aider à pallier tous ces problèmes, vous êtes le copilote donc, de ce projet Cratère pour les greniers d'abondance, une application en ligne totalement gratuite. Ça a été créé quand cette application ? Alors l'application a été créée en 2020. Alors avant, je vais revenir un peu sur l'association, parce qu'on produit autour de Cratère. En fait, l'association a initialement été constituée pour aider à la décision en fait, sur ce sujet de la transformation des territoires. Et l'association a produit, premièrement en 2020, un premier livre. Alors j'ai amené ici pour vous les montrer. Ils sont téléchargeables gratuitement en ligne. Un premier livre qui s'appelle Vers la résilience alimentaire, qui est à destination des collectivités territoriales principalement, et qui est une sorte de recueil de leviers d'action. Il y a une dizaine de leviers d'action qui exposent les problématiques sur le nombre d'agriculteurs, sur le passage à l'agroécologie, etc. Et qui proposent donc des actions concrètes, des exemples d'actions sur chacun de ces thèmes. Ça c'est 2020. 2022, on a sorti un deuxième rapport qui s'appelle Qui veille au grain, titre emprunté à Stéphane Linou qui parle juste après, il me semble, qui là ce rapport-là adresse plus des questions d'ordre national, voire international, sur des problématiques plus globales sur le système. Par exemple, la question du blocage des prix, en fait, qui d'un côté fait qu'il y a un Français sur 10 qui n'arrive pas qui a recours à l'aide alimentaire, et de l'autre côté, un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, donc ces deux ouvrages rassemblent du coup des pistes d'action à l'échelle territoriale et à l'échelle plus globale du système. Et donc Cratère s'est inscrit dans cette logique-là, donc sorti début... La première version a été publiée à l'automne, donc il y a 3 ans, à l'automne 2020. Et l'idée de Cratère, c'est d'utiliser un certain nombre de données qui sont déjà disponibles et de les apporter de manière la plus lisible possible à des acteurs dans les territoires pour qu'ils puissent facilement se rendre compte de la situation sur leur territoire. Et donc notre objectif, c'est en 30 secondes, je vais sur l'application et j'ai une vision un peu globale, un peu systémique, on en a parlé là, où en est mon territoire sur ce sujet, en termes de résilience, en termes de durabilité, est-ce qu'il est autonome, est-ce qu'il faut aller vers l'autonomie, etc. Et avec l'idée, dans cette application, de tendre vers des actions et de pousser vers des actions possibles face aux enjeux qu'on peut mettre en avant pour ce territoire. Techniquement, comment ça marche? Ça se télécharge ou c'est en open source? Alors, tout ce qu'on produit est gratuit, l'application est en ligne, vous pouvez taper Cratère dans votre moteur de recherche préféré, Cratère résilience alimentaire, Cratère Hoche, vous avez des chances de tomber directement sur le diagnostic de Hoche et de la communauté d'Aglo. Il faut s'inscrire? Non. Du tout. Hein. L'application est gratuite, on arrive, on tape, donc on rentre le nom d'un territoire, vous pouvez aussi rentrer un PAT ou nous demander d'ajouter votre PAT. Et de là, vous tombez directement sur un écran de synthèse qui va vous montrer quelques indicateurs sur l'ensemble du système alimentaire. On essaie d'adresser vraiment la question du champ à l'assiette. Donc on va parler... J'ai regardé ce matin en venant dans le train, je connais un petit peu le territoire de Hoche et du Gers. Et donc typiquement, en passant 2 minutes sur l'application, j'ai retrouvé ce qu'on a déjà vu ce matin, c'est-à-dire un territoire de grande culture, très agricole, avec une part de bio qui est 2 fois plus importante que le national, certes, mais aussi une utilisation quand même significative de pesticides, ce qui pose pas mal de questions de dépendance dont parlait Christian, mais aussi d'impact sur la biodiversité. Et puis aussi un territoire qui est assez rural, et donc avec un autre aspect, si on est plutôt côté assiette, qui fait que les consommateurs vont être extrêmement dépendants de véhicules et donc d'essence et de pétrole pour aller faire leurs courses. Ce qui rentre aussi dans la balance quand on veut vraiment penser le système dans sa globalité. Et ça, je pense que Stéphane va aussi parler de cette question-là. Voilà. Et donc, vous allez trouver ça dans l'application avec pas mal de visuels pour essayer de rendre ces chiffres le plus accessible possible.
et puis aussi un ensemble de cartes qui, pour la plupart des indicateurs, les géographisent et puis donnent une idée du territoire et de la situation de ses voisins. En 2022, plus de 90 000 visites, ce qui est, on peut dire, un succès. Justement, quels sont les retours des territoires? Donc les retours du territoire sont relativement positifs, donc effectivement pas mal de visites. On a aussi, ce que je vous disais, pas mal de demandes d'ajout de territoire, donc on voit que c'est pas mal d'acteurs. En fait, nos utilisateurs principaux sont des agents dans les collectivités ou des élus qui se posent cette question-là et qui rentrent dans le sujet. Et donc pas mal de pilotes des projets alimentaires de territoire nous demandent de déclarer leur territoire quand ils ne sont pas sur des... Donc l'application travaille à plusieurs échelles, de la commune jusqu'aux régions et aux pays. On peut ajouter, donc il y a aussi les SCOT, il y a les PNR, etc. Et on peut ajouter à la demande des regroupements. Donc ce sont vraiment le cœur de nos utilisateurs. Et ce qu'ils viennent chercher, donc dans les verbatims qu'on a, sont l'accès à des données de manière centralisée, donc le fait qu'on mette ensemble des données qui ne sont pas forcément, et le choix d'indicateurs qui vont justement avoir attrait à ces questions de résilience et de durabilité, avec des explications sur chacune de ces données et des mises en perspective par rapport à ce que veut dire chaque donnée. Et puis l'autre aspect, ce qu'ils viennent chercher, c'est aussi une histoire autour de ces données. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'ils empruntent en fait, sur la manière qu'on a eu de présenter les données, ils empruntent les éléments de langage, ils empruntent des visuels pour réutiliser dans des présentations, pour l'utiliser lors de concertations, pour essayer d'expliquer la situation. Très bien. L'avenir, les perspectives de Cratère? Alors l'avenir, on a deux grands axes de travail aujourd'hui. Un premier axe de compléter l'application. On travaille par exemple avec des gens de Solagro en ce moment pour ajouter des informations sur la dépendance énergétique de l'agriculture d'externe, donc basée sur la méthode Climagreen. Ça sera vraiment une vision très approchée, mais ça, comme toute l'application, c'est pas du tout un diagnostic final, mais c'est vraiment un point d'entrée. Donc là, il s'agira de donner quelques éléments sur ces sujets-là. Première piste, ajouter des données dans l'application globalement. Et deuxième piste qui nous occupe beaucoup et particulièrement en ce moment, aller un cran plus loin, se rapprocher d'autres applications. Donc on travaille beaucoup avec l'application Parcel que vous connaissez peut-être, qui permet de faire de la scénarisation, des simulations. Donc qu'est-ce qui se passe si je réduis le gaspillage alimentaire, si les habitants consomment plus de bio? Donc derrière Parcel, il y a le basique, il y a Terre de Liens, il y a la FNAB, et donc on travaille avec eux et avec la Banque des Territoires qui est très intéressée par le projet, pour rassembler les deux plateformes et faire une plateforme qui va apporter, en plus de ce qu'on a déjà, plus d'éléments sur comment j'agis. Et aussi une première brique qui est une aide à la compréhension. On voit qu'on a essayé de faire d'apporter des éléments très simples, mais que malgré tout, il y a encore besoin peut-être d'une surcouche qui est plus raconter l'histoire, vulgariser dans le bon sens du terme, en fait, expliquer facilement le problème, l'ampleur du problème, et donner envie d'agir. Merci beaucoup, en tout cas, Lionel Durand. Et il y aura peut-être des questions autour, effectivement, de Cratère. Et n'hésitez pas, effectivement, à télécharger. Vous avez le droit de prendre votre téléphone tout à l'heure pour télécharger, justement, Cratère et nos amitiés, évidemment, à l'équipe des Greniers d'Abondance. Ravi d'accueillir Alain Canet. Bonjour Alain Canet. Bonjour. Fondateur d'Arbres et Civilisation. Alors on le sait, l'agroécologie redonne ses lettres de noblesse aux agriculteurs, des lettres de sagesse aux consommateurs pour un projet de société à satiété. Vous avez créé Arbres et Civilisation. Alors on va pas se mentir, Alain Canet, on les a à peu près comptés, 64 labels aujourd'hui, et vous en montez un de plus. Et pourquoi ? Ouais. Après une longue réflexion d'une dizaine d'années, j'étais directeur d'Arbres et Paysages 32 qui a 33 ans. Je me suis rétrogradé dans cette boutique. C'est-à-dire j'ai laissé la direction à une jeune femme de 33 ans et qui fait très bien le boulot pour pouvoir me consacrer à autre chose. Très occupé, on parlait de formation tout à l'heure. Pourquoi Arbres et Civilisation, c'est une brique peut-être un peu essentielle. J'espère qu'elle servira à rien, mais elle va peut-être faire une révolution. Donc on va voir. C'est une marque. Alors c'est une marque. C'est une brique. Aujourd'hui, nous sommes structurés dans un centre national d'agroécologie dont j'assure la vice-présidence. J'étais aussi président. Je me suis aussi rétrogradé de cette affaire-là. On a maraîchage sol vivant, on a vers de terre production, on a tout un tas de réseaux, la belle ville, la vache heureuse. Enfin, on fédère beaucoup de monde. Sauf que
dans cet écosystème-là, effectivement, on a 64 labels, marques, démarches, et dans aucune de ces marques-là, de ces labels, il y a l'agroécologie. Et donc ça, c'est un petit peu ennuyeux, c'est un petit peu inquiétant que l'agronomie ait été oubliée. C'est la grande absente du système. Et ça veut dire que, on parlait de crise en introduction, on a une crise du sol qui est absolument monumentale. Qu'on voit peu, ça s'appelle l'érosion, ça s'appelle la baisse de fertilité, ça s'appelle la baisse des rendements généralisés. Je pense qu'à Solagro, on constate ça aussi, comme partout, tout le monde. C'est très inquiétant. C'est très très inquiétant. Et les civilisations s'effondrent quand il n'y a plus de sol et plus d'arbres. Il y en a plein qui se sont effondrés, et le croissant fertile l'était, et ne l'est plus. On fédère des dizaines de milliers d'agriculteurs. Sur Vers de Terre Production, la chaîne YouTube, il y a le centre de formation, la chaîne YouTube, un agriculteur sur deux est venu voir ce qui s'y dit, ce qui s'y raconte. Parce que vous dites qu'ils vont sur YouTube aussi, les agriculteurs. Mais attendez, des types, si je fais un jugement au faciès qui vous disent j'ai vu la vidéo de machin sur YouTube dans le tracteur, lui, il voit ce que c'est YouTube. Enfin, moi je pensais que c'était pour YouTube, pour moi c'était pour regarder du ABBA, des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, ça vous parle? Même le président de la Chambre, il sait ce que c'est que du ABBA. C'est ton époque à peu près. Et non, c'est la révolution agricole, elle se passe là aussi. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on connecte, parce que les gens cheminent, parce que c'est objectif. On mesure, on peut discuter du chiffre. 95% de nos agriculteurs, nos agricultures perdent de la fertilité, de la matière organique. Quel que soit le modèle, qu'on soit gros, petit, de gauche, de droite, dans le coteau, bio, biodynamie, conventionnel, HVE, tout ce que vous voulez, on perd tous de la fertilité. Arbre et Civilisation nous propose, c'est une cellule d'appui technique, propose aux labels, propose aux marques, propose aux chartes, un dialogue. 1, on certifie des personnes. 2, des projets. 3, des produits. Je ne savais pas quoi vous amener, donc je vous ai amené une tomate. Alors j'ai pris les devants, parce qu'en principe c'est de la salle qu'on nous balance des tomates dessus. Donc là, vous voyez, j'ai anticipé. Ah, vous voulez inverser les rôles, en fait, c'est ça? J'ai anticipé. Visez bien, hein. Après, je ne sais pas si je vais viser. Je pourrais l'envoyer sur Arnaud Daguin, qui mange sur sol vivant. Vous voyez, ça lui réussit bien. Tout pousse. C'est un chapeau pour l'attraper, Hein? c'est très bien. Donc cette tomate, elle est bio. Sauf qu'elle est bio sur sol vivant. Et la différence, elle est absolument fondamentale. Elle pourrait être conventionnelle sur sol vivant. Là, elle est bio sur sol vivant. Je vous parle de la valeur et de la densité nutritive qu'on mesure aujourd'hui avec des food scanners, et ça va tout changer. Arbre et Civilisation propose aux consommateurs, aux mangeurs, d'avoir un produit de l'agroécologie. Et ce produit, quand on parle de résilience, ce produit nous dit, à chaque fois que je cultive, à chaque fois que je sors un produit, qu'il soit animal ou végétal, j'améliore la fertilité de mon sol. Ça, pour l'instant, ça n'existe nulle part. Ça existe dans 10% des fermes, à peu près, bien que ce soit en baisse. On l'a vu de la crise de la bio, de la déconversion. Enfin, on a monté 2 cellules d'appui technique, là, en urgence, pour aider les agriculteurs bio. Parce que cette crise, elle est agronomique. Les sols ne répondent plus. Les chocs climatiques font que l'eau se bat. Regardez la taille, la largeur, pardon, de la Garonne tous les ans à Marmande. La Garonne à Marmande, tous les ans, elle fait 10 km de large. C'est le produit de nos agricultures qui coule, qui s'en va, qui se perd. Voilà, on va... Alors, je suis le fondateur, nous sommes les fondateurs, nous sommes extrêmement nombreux. Vous allez nous aider, puisqu'on n'a pas communiqué, on n'a pas encore monté le site internet. Donc, le premier sous-titre d'Arbre et Civilisation, c'est les compagnons de l'humification. Je suis preneur, si vous trouvez mieux, les compagnons de l'humification, c'est-à-dire de humanité, humilité, humus, fertilité, etc. C'est juste de mettre en lumière la valeur des sols, et du coup, dans nos métiers, on met beaucoup d'indicateurs de résultats, des indicateurs de résultats agronomiques, économiques, sociétaux, etc., pour donner de la valeur, pour donner du sens à ces agricultures plurielles dont la convergence, comme vous l'avez dit, le moteur de cette convergence-là pourrait être, souhaitons-le, la fertilité. Parce que sans fertilité, on va s'effondrer. Je suis un grand optimiste. Je peux vous dire que toutes les mesures que l'on fait depuis 3 ans ne le sont pas vraiment
en termes de résultats agronomiques. 15 ans de réflexion, vous le dites vous-même, hein, avant de faire effectivement ce constat-là. Vous dévalorisez un petit peu, vous parlez de rétrograder tout à l'heure. 26 000 adhérents, quand même, vous parlez de milliers de gens qui adhèrent, effectivement. Comment devenir adhérent, justement, de Arbres et Civilisations? Alors là, je parle du Centre national d'agroécologie, qui fédère tout ce monde-là. Il y aura un bulletin d'adhésion très rapidement en ligne. La corporation est en train de se monter. On veut vraiment, on le voit, quand je reviens sur la question des formations, on explose littéralement, on ne peut pas répondre à la demande. Il y a une volonté dans ces difficultés de collaboration, de coopération. Donc adhérer à Arbres et Civilisations, c'est prendre part à ce sujet. C'est vrai qu'on va chercher des ambassadeurs de ce mouvement ou d'autres. Hein. Encore une fois, c'est une pièce du puzzle. Dis mais ton truc, est-ce que ça va marcher? C'est notre truc, parce que c'est un projet de société qu'on propose. Si tous les labels ajoutent la case agronomique, Arbres et Civilisations n'aura pas de raison d'être, quelque part. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on veut vraiment mettre cette proposition. Je vois aussi dans cette affaire-là, pourquoi on y a réfléchi? Parce que monter un truc de plus quand il y en a déjà 64, n'est-ce pas? C'est compliqué, ça n'a pas de sens, c'est nul. Les agriculteurs nous y ont poussé ces derniers temps, nous y ont poussé en disant mais nous on a un contact privilégié, un contact direct avec des gens qui veulent savoir. On voit de la difficulté de passer, de traduire ça. Beaucoup de méfiance, beaucoup de défiance aussi. Là, je finis hein, juste, mais dans cette tomate, je vous l'offre, il n'y a pas de problème. Hein. Avec grand plaisir. Dans cette tomate, il n'y a personne qui soit puni. Cette tomate, elle nous dit aussi qu'on peut produire, protéger, prévenir, perdurer et paysager. Donc de dire que, je sais que le porte-monnaie, il est dur, les poches sont un peu cousues sur la bouffe, hein, mais dire tiens. Cette tomate, elle sauve le sol, elle sauve l'agriculteur, elle redonne de la vie. Enfin, on traverse aujourd'hui des campagnes vides. On traverse des campagnes d'éoliennes. Mais il n'y a plus personne dans les campagnes. Hein. Le seul magasin qui est ouvert à 8h du mat', c'est la pharmacie quand même. Hein. Alors que si vous mangez ça, vous n'avez pas besoin d'aller à la pharmacie. Ça et un peu de bon pinard et puis de la bonne viande de la prairie, parce que ça aussi, hein, l'idée de la place de l'élevage dans la fécondité des sols, elle est monumentale. Quand vous allez à Paris, on vous dit faire un acte pour la planète, c'est pas manger de viande. Alors, je sais pas, vous voyez où c'est Paris, certains? Ouais. Mais de quelle viande tu me parles, quoi? Je vois pas comment on peut faire la fécondité dans les sols sans élevage. C'est juste pas possible. Je vais donner la parole aux personnes présentes qui, à mon avis, ont des questions pour nos invités. Merci Alain Cadet, merci infiniment. Juste avant de donner la parole au public, et merci pour eux. Nathalie, peut-être une réaction sur ce que vous venez d'entendre autour de cette table ronde, en tant que maître de conférence, le côté peut-être un peu plus cartésien, on va dire. Alors, je ne sais pas si je suis cartésienne, mais en fait, toute la journée, là, il va se dérouler des tables rondes, etc. Oui. Je sais qu'il va y avoir une table ronde sur les consommateurs. Et, consommateurs. Et je vois bien que très souvent, quand on parle de changer le système, de rentrer dans la transition, d'aller vers plus de résilience ou de durabilité, etc., on touche souvent aux deux extrêmes. C'est-à-dire, le monde agricole doit changer, parce que c'est lui qui, au départ, évidemment, nous alimente. Et puis, le consommateur, il faut qu'il bouge. Hein. On va même parfois dire que le consommateur, il a besoin d'avoir on le met dans des centres d'éducation pour lui apprendre à manger. Bon, bref, je ferme cette parenthèse, mais on oublie souvent que le système, quand même, il y en a plein d'autres acteurs, hein, entre le producteur et le mangeur. Donc notre système alimentaire, si tant est qu'il y ait un système alimentaire, ou en tout cas qu'il y en ait un seul, il ne se limite pas aux deux extrêmes du système, quoi. Et donc en fait, dans la question du changement et de la résilience de notre système, se pose aussi quand même la question de la place de tous ces autres opérateurs qui sont dans le système. Donc je pense évidemment aux acteurs de la transformation, parce que je rappelle quand même que les mangeurs, on mange essentiellement des produits transformés, même si on tend vers peut-être plus de produits bruts. Notre consommation alimentaire, encore aujourd'hui, elle est quand même largement faite de produits transformés, voire hyper transformés. Et donc du coup, ça pose la question aussi de comment est-ce qu'on embarque dans ces changements effectivement qui sont nécessaires du côté de la production comme du côté de la consommation, l'ensemble des autres acteurs. Et on sait bien quand même que le système, il est
est costaud quand même. Voilà, le système qu'on a mis en place, il est costaud. Donc il y a quand même aussi une discussion à avoir sur l'ensemble du système. Tout à l'heure, effectivement, vous parliez de l'approche systémique, hein, et on ne peut pas raisonner tout ça sans prendre en considération quand même aussi les autres acteurs qui, eux, s'ils ne bougent pas ou s'il y a quelque chose qui ne se passe pas de leur côté, on pourra toujours bouger des deux côtés. Ou alors, voilà, ça pose la question, et je sais qu'il y aura une table ronde là-dessus, des circuits courts, quoi. Voilà, des circuits courts, voire très courts. De façon à... Mais bon, je sais pas, je pense quand même qu'il est illusoire d'imaginer que demain, on va transformer l'ensemble du système en n'ayant que des circuits hyper courts, quoi. Voilà. Merci Nathalie Conrad. Alors, vous donnez la parole, vous l'avez compris, c'est comme le but aussi de ces rencontres. Le micro va circuler. Et moi j'ai peut-être une petite question aussi à Internet, ou un petit mot à me faire passer, faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, j'espère, il y a des questions. J'imagine, il suffit juste de lever la main, s'il vous plaît. Ah, un téléphone qui sonne, tiens donc. Des questions pour nos invités, pour Alain Canet, Arbre Civilisation, Christian Couturier, le directeur de Solagro, Nathalie Conrad et Lionel Durand pour cette application. Oui, bonjour madame. Tout à fait là-haut. Merci en tout cas de votre présence et merci de vous présenter, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Bonjour, Élodie Bonnemaison, je suis la gérante de Terra Alter, une légumerie bio, locale, équitable installée à Marciac, dans le Gers. Et moi, ma question de fond, alors elle est certainement sociétale, mais là, ce qu'on vient de voir, là, la présentation qu'il y a eu tout à l'heure était quand même assez interpellante sur le fait que la partie budget consacré à l'alimentation a perdu 21 ou 26 points, enfin quelque chose d'absolument hallucinant. Et il me semble que là, il y a quand même une question centrale de fond. Comment on fait pour gérer tout ça, sachant que ce n'est finalement qu'une histoire d'argent, me semble-t-il. Voilà, vous qui êtes au cœur du problème. Merci pour cette intervention et à tout à l'heure, puisque vous serez avec moi tout à l'heure sur scène. Qui veut répondre, réagir surtout? Je peux réagir. Hein. Je pense que, in fine, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur les externalités, sur la réduction des externalités du système alimentaire. Il y a beaucoup de travaux en France, dans le monde, etc., qui montrent que pour 1 euro d'argent dépensé dans l'alimentation, donc en France c'est 160 milliards d'euros dépensés par les ménages pour l'alimentation, il y a 1 euro de coûts sociaux externes, donc qui sont liés à l'impact sur le changement climatique, sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, etc. Et je pense que ça c'est un gros levier, c'est-à-dire que associer une alimentation de meilleure qualité à une réduction des externalités, mais ça c'est un gros moyen pour le financer. On avait travaillé nous dans le cadre du scénario After 2050, qui est un scénario de transition agricole et alimentaire. Hein. On avait cherché à évaluer ces externalités. On avait montré qu'en réduisant même d'un tiers les externalités, ça équivalait au budget de la PAC, de la politique agricole commune, pour la France. Donc ça, je pense que c'est vraiment un levier. Demander aux citoyens d'augmenter leurs dépenses alimentaires, c'est vrai que les dépenses alimentaires, historiquement, est diminué. On a bien vu avec la crise, ça fait partie des budgets qui se réduisent, et ce sur quoi on tape, c'est sur les achats de bio et pas sur les achats de produits de base. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à un nouveau mode de financement qui est basé sur la réduction des externalités. Très bien. Une réaction? Ouais, peut-être un petit complément rapide. Donc, vraiment complément de ce que vient de dire Christian, il y a aussi une initiative très intéressante sur ce sujet. Je citais tout à l'heure l'exemple du blocage des prix à dessein parce que je partage complètement cette question. Donc, c'est la sécurité sociale de l'alimentation qui est une façon en fait de penser une sortie de cette question de blocage des prix. Comment on fait pour produire une alimentation de meilleure qualité, donc qui va être nécessairement plus chère, et en même temps permettre à plus de monde qu'aujourd'hui d'accéder à cette alimentation-là. Donc c'est toute une initiative, il y a plusieurs démarches pilotes, notamment une à Montpellier qui est très avancée, qui consiste à réfléchir, enfin calquer le modèle de la sécurité sociale de l'alimentation sur ce qu'on fait avec la santé, en se disant que c'est un secteur tout aussi nécessaire. Merci. Alain Canet? Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Et
mais c'est pas grave, on est là pour ça, c'est le débat, c'est la démocratie. Ça coûte pas plus cher de bien faire. Nous, on montre, on a des systèmes d'indicateurs très très clairs, très précis. Ça coûte pas plus cher de bien faire. Hein. À partir du moment où on pratique cette agroécologie qui s'appelle l'agriculture régénérative outre-Atlantique, ou la permaculture, et qu'on densifie, qu'on fait pousser des plantes, etc., etc. Bon, c'est des techniques et des pratiques agronomiques que je vais pas détailler. Ça coûte pas plus cher fondamentalement. Alors c'est pas toujours facile à entendre. Ce que je veux dire, de mon modeste porte-parole de beaucoup d'agriculteurs, c'est aussi à nous de rentrer dans une agriculture, je règle pas tous les problèmes, j'en règle aucun, mais dans une agriculture, tu as beaucoup parlé d'autonomie tout à l'heure, autonomie, cohérence, fertilité, enfin, je veux dire, les pesticides sont un problème, le travail du sol, on dit sol nu, sol foutu. Un jour, il faut quand même qu'on se le dise, hein, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique, la dépense énergétique là, pour bousiller des sols et des vers de terre, même si c'est pas simple, pour le coup. C'est loin d'être simple. En tout état de cause, les indicateurs parlent, ça coûte pas plus cher. Ce qui serait important aussi, c'est dans cette émancipation, il y en a qui veulent s'indigner, moi je pense qu'il faut s'émanciper ensemble, nous, mangeurs, vérifier cette densité nutritionnelle, parce qu'on achète des trucs qui sont vides, je pense que tu vas parler Arnaud aujourd'hui ou pas? Ouais. Oui, hein, on va pas lui couper le foin sous les pieds. En tout état de cause, on est dans une agriculture toujours de la réparation, de la sanction, de la punition, de la réglementation. Moi, j'invite, parce que ces agriculteurs qu'on a dans nos réseaux sont dans une agriculture de la proposition. Et on peut aller en voir et qui gagnent très bien leur vie et qui le disent, pas toujours facile. Hein. Ils sont pas nombreux, mais en tout cas, ils servent aujourd'hui de témoins, de leviers, de transfert. Et c'est eux les formateurs. Nous, finalement, on est quoi? On est des metteurs en scène des bonnes idées des uns et des autres. Et là, il y a un gros travail à faire là-dessus aussi. Ça sera pas simple, et il y a qu'à revoir ce qui se passe sur la vigne. Les chocs climatiques sont inouïs, c'est catastrophique ce qui se passe. Il n'empêche que cette agriculture de la proposition, des gens qui vivent très bien de leur métier, pas forcément sur des grandes surfaces d'ailleurs. Merci Alain Cadet. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Marie-Pierre Desbon, directrice de Gers Solidaire, qui œuvre dans le champ de l'aide alimentaire dans le Gers. Voilà, je voulais réagir finalement au débat et à la présentation et à la question, parce qu'il y a deux notions qui n'avaient pas été évoquées dans votre présentation. C'est celle de démocratie alimentaire, d'une part, c'est qui décide de quoi. Aujourd'hui, moi j'ai plus l'impression que c'est les industries agroalimentaires, les distributeurs plutôt que les consommateurs et les producteurs. Et donc la deuxième notion que vous venez d'évoquer, effectivement, qui est essentielle, c'est celle de la sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet d'accès pour tous à une alimentation locale, durable, de qualité, saine, etc. Et donc il y a des millions de gens en France qui n'ont pas accès à ce type d'alimentation, et d'ailleurs, il y en a une bonne partie qui a recours à l'aide alimentaire. Alors, pourquoi? Sûrement parce que l'alimentation, c'est un bien marchand, c'est un bien de consommation. Alors, imaginez qu'on applique la même logique à l'enseignement ou à la santé. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui enverraient leurs enfants dans des associations un jour par semaine, et que les cours seraient dispensés par des bénévoles, peut-être des retraités de l'éducation nationale. Bon, je vous laisse même pas imaginer ce que ça donne pour la santé. Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, ça va coûter cher. Bon. Alors, moi, je vais vous ramener quelques chiffres au niveau du Gers. Alors, c'est très approximatif, mais ça va vous donner peut-être une idée. On peut estimer à 15 000 personnes aujourd'hui dans le Gers, 15 000, les gens qui ont accès à l'aide alimentaire, ou en tout cas qui ne mangent pas bien du tout. Et donc, si on applique que ces gens-là, comme tout le monde, ils ont droit à alors j'exclus le petit déjeuner, mais 2 repas par jour, sur une année, on est sur 10 millions de repas. Et si j'applique aussi, alors des chiffres très approximatifs, du coût denrée d'un repas, alors je vais prendre, mes collègues du département pourront me corriger, c'est un repas équilibré, local, sain, bio, c'est en gros 3,5 € par repas. Vous multipliez ça, 3,5 € fois 10 millions, ça fait 35 millions d'euros par an qui pourraient aller dans la poche directement des agriculteurs gersois. Et donc, là, je parle juste des gens qui mangent le plus mal.
si vous multipliez par l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, je voulais revenir pour ça sur l'application cratère et parcelle que j'ai utilisée. Enfin, on a de quoi largement, en termes de surface agricole, de quoi nourrir dans le Gers l'ensemble des habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a fait une projection en termes d'emplois locaux. Et là, c'est l'équivalent de plusieurs grandes entreprises qui viendraient s'installer dans le Gers. Voilà. Donc c'est un vrai sujet aussi de levier de développement économique, enfin, au-delà de tout ce que vous avez cité, enfin, les impacts sur la santé, l'environnement, etc. Merci. Merci pour votre intervention, madame. Vous voulez réagir peut-être rapidement, avant une dernière question? Oui, par rapport aux questions de démocratie alimentaire, hein, donc on n'a pas trop rebondi sur ce qu'a dit Nathalie Corrade tout à l'heure, sur le fait que ça ne se joue pas uniquement entre les agriculteurs et les consommateurs. Au milieu, vous avez la distribution et l'industrie agroalimentaire. Si on parle de démocratie alimentaire, il faut parler du fait que 90% du commerce mondial de céréales passe par 4 multinationales. Que quand on parle de crise, alors les greniers d'abondance, hein, c'est intéressant la notion de grenier, parce que ça passe bien par la question de stock. Hein, ce qu'on a vécu avec le Covid et avec l'Ukraine, eh ben, c'est pas parce que vous avez une crise aujourd'hui que vous allez planter des légumes qui vont pousser pour l'année prochaine. On en a besoin maintenant. Et donc la gestion des crises brutales, c'est des stocks. On l'a vu sur la santé, il faut des stocks de lits d'hôpitaux, il faut des stocks de masques, il faut des stocks de gaz, il faut des stocks de carburant, il faut des stocks d'engrais, il faut des stocks de céréales. Eh bien, faire l'impasse sur le fait que les stocks actuels sont gérés par quelques multinationales sur lesquelles on n'a aucune visibilité, et ça c'est un facteur de spéculation. La spéculation, elle est liée à l'incertitude sur le niveau des stocks. Et ça c'est vrai pour toutes les matières de base. Donc on ne peut pas parler de démocratie si on fait l'impasse sur le fait qu'au niveau de la distribution, il y a quelques centrales d'achat qui font la pluie et le beau temps, et qu'au niveau du commerce international, il y a quelques entreprises qui font aussi qu'il y a de la spéculation. Et sur la question de la sécurité sociale alimentaire, et alors, la question de la maîtrise des prix par la puissance publique ou par le fait qu'on ait au moins un regard sur le niveau des stocks et que ce soit des données qui sont transparentes et qui sont publiques, ça résout de toute façon pas le problème des populations précarisées. Ça va résoudre, enfin ça va contribuer à détendre les prix sur les marchés mondiaux, mais sur les populations précarisées, il faut des dispositifs spécifiques. Je ne sais pas si tu vas développer, mais sur la notion de sécurité sociale alimentaire, il y a bien cette question de qu'est-ce qu'on veut développer au niveau local, quel type de produit, sachant que dans le Gers, on peut produire plein de choses, mais on n'est quand même pas prêt de produire du café, du cacao et du champagne, d'orange, même si on a 14 hectares de coton, je crois. Un mot, enfin, effectivement, un mot, et après Nathalie Corrade, si vous réagir aussi. Moi je le citais parce que ça me semble un ingrédient important, et voilà, je vous invite à aller lire, il y a une petite BD en ligne sur la sécurité sociale de l'alimentation. Moi je voulais, pour compléter ce qui a été dit sur la démocratie alimentaire, effectivement il y a des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, donc à Montpellier, on en a une à Bordeaux, mais en fait on voit bien du coup que là ça se joue aujourd'hui au niveau local, parce qu'effectivement le système à l'échelle mondiale, il est tel qu'il est, il faut qu'il bouge, mais du coup, ce qui se joue, c'est localement. Donc on a travaillé, nous, sur le département de la Creuse, parce qu'on voulait travailler sur la question de la précarité alimentaire dans les milieux ruraux, parce que très souvent, quand on parle de précarité alimentaire, on travaille beaucoup sur l'urbain, mais on néglige quand même la ruralité. Et en ruralité, il y a des formes de précarité qui sont encore qui sont spécifiques d'un point de vue alimentaire, et du coup, on voit bien que les organismes conventionnels, classiques de la résolution de la précarité alimentaire, et notamment de l'aide alimentaire, aujourd'hui ils essaient d'aller vers cette démocratie alimentaire. Ils peinent à y aller pour des tas de raisons, et toucher les publics qui sont véritablement concernés par ça, c'est pas si facile que ça. Et donc du coup ça se joue vraiment très localement en fait ces questions-là aujourd'hui. Toute dernière intervention. Oui, juste parce que vous parlez beaucoup de précarité. Moi je suis en train d'écrire un bouquin sur les plantes qu'on n'aime pas. Parce qu'elles sont essentielles, et on parle beaucoup de précarité. Mon métier, c'est la précarité des sols. Je vais citer un type absolument extraordinaire qui s'appelle Gérard Dussert, parmi tant d'autres, qui a écrit sur des travaux incroyables sur les plantes bioindicatrices, qui explique pourquoi poussent les plantes, à quoi elles servent. Dans la précarité des sols, moi j'ai fait un inventaire
dans le Grand Sud-Ouest cet été, j'ai relevé beaucoup de plantes qui montrent des sols en grande difficulté, des sols oxydés, des sols perturbés, des sols en souffrance. Et on parle de santé unique aujourd'hui, n'est-ce pas? Et Gérard Dussert et ses confrères et tout un tas de chercheurs de laboratoire nous disent bien qu'une plante qui pousse sur un sol oxydé, ça donne un produit oxydé qui nous oxyde. Et c'est une précarité qui est importante et sur laquelle il va falloir revenir un jour. Merci beaucoup. Désolé pour les dernières questions. Il est évident que nos 4 experts et intervenants sont à votre disposition au moment de la pause déjeuner, bien évidemment. Nous avons un timing contraint, bien évidemment. J'aimerais que l'on applaudisse, s'il vous plaît, Nathalie Corrad. Merci beaucoup. Merci infiniment. Christian Couturier, Lionel Durand et Monsieur Assé. Alain Canet, fondateur d'Arbre Civilisation. Merci à tous les 4 pour...